Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Ravie d'être avec vous pour une nouvelle lecture ensemble d'un voyage au bout de la nuit sur ce canapé que j'apprécie, que vous appréciez également, j'en suis sûre. Et ce soir, nous reprenons la lecture d'une romancière, Madame de Staël, née en 1766 et partie en 1817, le 14 juillet. Alors, Madame de Staël, de son vrai nom Anne-Louise Germaine Necker, a épousé le baron de Stahl-Holstein, mais elle est mieux connue sous le nom donc de Madame de Staël, mieux connue et appréciée de Stendhal, mais même également de l'empereur Napoléon, qui en dit long sur cette femme du 19e siècle, puisqu'il dit « Il faut reconnaître après tout que c'est une femme de très grand talent et qui restera ». La preuve en est puisque nous la lisons presque 2 siècles plus tard sur ce canapé de voyage au bout de la nuit et nous lisons Corinne ou l'Italie, l'un de ses romans. Alors nous n'avons pas encore fait la connaissance de Corinne. Corinne qui est en réalité, en tout cas, l'opinion de Madame de Staël, notamment sur la condition des femmes à l'époque et le fait qu'elles aient le droit d'être représentées elles aussi en tant qu'auteurs et d'être légitimes. Nous sommes encore au livre premier intitulé Oswald. Et au chapitre 5, nous avons donc fait la connaissance de ce personnage un petit peu particulier. Je vous propose de reprendre donc cette lecture tout de suite et vous pouvez réagir avec le hashtag VBN. Oswald parcourut la marche d'Ancône et l'état ecclésiastique jusqu'à Rome, sans rien observer, sans s'intéresser à rien. La disposition mélancolique de son âme en était la cause, et puis une certaine indolence naturelle à laquelle il n'était arraché que par les passions fortes. Son goût pour les arts ne s'était point encore développé. Il n'avait vécu qu'en France, où la société est tout, et à Londres, où les intérêts politiques absorbent presque tous les autres. Son imagination, concentrée dans ses peines, ne se complaisait point encore aux merveilles de la nature et aux chefs-d'œuvre des arts. Le comte d'Herfeuil parcourait chaque ville, le guide des voyageurs à la main. Il avait à la fois le double plaisir de perdre son temps à tout voir et d'assurer qu'il n'avait rien vu qui pût être admiré quand on connaissait la France. L'ennui du comte d'Herfeuil décourageait Oswald. Il avait d'ailleurs des préventions contre les Italiens et contre l'Italie. Il ne pénétrait pas encore le mystère de cette nation, ni de ce pays, mystère qu'il faut comprendre par l'imagination plutôt que par cet esprit de jugement, qui est particulièrement développé dans l'éducation anglaise. Les Italiens sont bien plus remarquables par ce qu'ils ont été et par ce qu'ils pourraient être que par ce qu'ils sont maintenant. Les déserts qui environnent la ville de Rome, cette terre fatiguée de gloire qui semble dédaigner de produire, n'est qu'une contrée inculte et négligée pour qui la considère seulement sous les rapports de l'utilité. Oswald, accoutumé dès son enfance à l'amour de l'ordre et de la prospérité publique, reçut d'abord des impressions défavorables en traversant les plaines abandonnées qui annoncent l'approche de la ville, autrefois reine du monde. Il blâma l'indolence des habitants et de leurs chefs. Lord Nelvil jugeait l'Italie en administrateur éclairé, le comte d'Herfeuil en homme du monde. Ainsi, l'un par raison et l'autre par légèreté, n'éprouvaient point l'effet que la campagne de Rome produit sur l'imagination, quand on sait pénétrer des souvenirs et des regrets, des beautés naturelles et des malheurs illustres, qui répandent sur ce pays un charme indéfinissable. Le comte d'Herfeuil faisait de comiques lamentations sur les environs de Rome. Quoi, disait-il, point de maison de campagne, point de voiture, rien qui annonce le voisinage d'une grande ville. Ah, bon Dieu, quelle tristesse! En approchant de Rome, les postillons s'écrièrent avec transport « Voyez, voyez, c'est la coupole de Saint-Pierre !» Les Napolitains montrent ainsi le Vésuve et la mer fait de même, l'orgueil des habitants des côtes. On croirait voir le dôme des Invalides, s'écria le comte d'Herfeuil.
Cette comparaison, plus patriotique que juste, détruisit l'effet qu'Oswald aurait pu recevoir à l'aspect de cette magnifique merveille de la création des hommes. Ils entrèrent dans Rome, non par un beau jour, non par une belle nuit, mais par un soir obscur, par un temps gris, qui ternit et confond tous les objets. Ils traversèrent le Tibre, sans le remarquer. Ils arrivèrent à Rome, par la porte du peuple, qui conduit d'abord au Corso, à la plus grande rue de la ville moderne, mais à la partie de Rome qui a le moins d'originalité puisqu'elle ressemble davantage aux autres villes de l'Europe. La foule se promenait dans les rues, des marionnettes et des charlatans formaient des groupes sur la place où s'élève la colonne antonine. Toute l'attention d'Oswald fut captivée par les objets les plus près de lui. Le nom de Rome ne retentissait point encore dans son âme. Il ne sentait que le profond isolement qui serre le cœur quand vous entrez dans une ville étrangère, quand vous voyez cette multitude de personnes à qui votre existence est inconnue et qui n'ont aucun intérêt en commun avec vous. Ces réflexions, si tristes pour tous les hommes, le sont encore plus pour les Anglais qui sont accoutumés à vivre entre eux et se mêlent difficilement avec les mœurs des autres peuples. Dans le vaste caravansérail de Rome, tout est étranger. Même les Romains qui semblent habiter là, non comme des possesseurs, mais comme des pèlerins qui se reposent auprès des ruines. Oswald, oppressé par des sentiments pénibles, alla s'enfermer chez lui et ne sortit point pour voir la ville. Il était bien loin de penser que ce pays, dans lequel il entrait avec un tel sentiment d'abattement et de tristesse, serait bientôt pour lui la source de tant d'idées et de jouissances nouvelles. Livre 2, Corinne au Capitole. Chapitre 1er. Oswald se réveilla dans Rome. Un soleil éclatant, un soleil d'Italie frappa ses premiers regards et son âme fut pénétrée d'un sentiment d'amour et de reconnaissance pour le ciel qui semblait se manifester par ses beaux rayons. Il entendit résonner les cloches des nombreuses églises de la ville. Des coups de canon de distance en distance annonçaient quelque grande solennité. Il demanda quelle en était la cause. On lui répondit qu'on devait couronner le matin même au Capitole la femme la plus célèbre de l'Italie, Corinne, poète, écrivain, improvisatrice et l'une des plus belles personnes de Rome. Il fit quelques questions sur cette cérémonie consacrée par les noms de Pétrarque et du Tasse, et toutes les réponses qu'il reçut excitèrent vivement sa curiosité. Il n'y avait certainement rien de plus contraire aux habitudes et aux opinions d'un Anglais que cette grande publicité donnée à la destinée d'une femme. Mais l'enthousiasme qui inspire aux Italiens tous les talents de l'imagination gagne au moins momentanément les étrangers et l'on oublie les préjugés même de son pays, au milieu d'une nation si vive dans l'expression des sentiments qu'elle éprouve. Les gens du peuple à Rome connaissent les arts, raisonnent avec goût sur les statues, les tableaux, les monuments, les antiquités et le mérite littéraire portés à un certain degré sont pour eux un intérêt national. Oswald sortit pour aller sur la place publique. Il y entendit parler de Corinne, de son talent, de son génie. On avait décoré les rues par lesquelles elle devait passer. Le peuple, qui ne se rassemble d'ordinaire que sur les pas de la fortune ou de la puissance, était là, presque en rumeur, pour voir une personne dont l'esprit était la seule distinction. Dans l'état actuel des Italiens, la gloire des beaux-arts est l'unique qui leur soit permise, et ils sentent le génie en ce genre avec une vivacité qui devrait faire naître beaucoup de grands hommes. S'il suffisait de l'applaudissement pour les produire, s'il ne fallait pas une vie forte, de grands intérêts et une existence indépendante pour alimenter la pensée. Oswald se promenait dans les rues de Rome en attendant l'arrivée de Corinne. À chaque instant, on la nommait
On racontait un trait nouveau d'elle qui annonçait la réunion de tous les talents qui captivent l'imagination. L'un disait que sa voix était la plus touchante d'Italie. L'autre, que personne n'ait joué la tragédie comme elle. L'autre, qu'elle dansait comme une nymphe et qu'elle dessinait avec autant de grâce que d'invention. Tous disaient qu'on n'avait jamais écrit ni improvisé d'aussi beaux vers et que, dans la conversation habituelle, elle avait tour à tour une grâce et une éloquence qui charmaient tous les esprits. On se disputait pour savoir quelle ville d'Italie lui avait donné la naissance, mais les Romains soutenaient vivement qu'il fallait être né à Rome pour parler l'italien avec cette pureté. Son nom de famille était ignoré. Son premier ouvrage avait paru 5 ans auparavant et portait seulement le nom de Corinne. Personne ne savait où elle avait vécu, ni ce qu'elle avait été avant cette époque. Elle avait maintenant à peu près 26 ans. Ce mystère et cette publicité, tout à la fois, cette femme dont tout le monde parlait et dont on ne connaissait pas le véritable nom, parurent à Lord Nelvil, l'une des merveilles du singulier pays qu'il venait voir. Il aurait jugé très sévèrement une telle femme en Angleterre, mais il n'appliquait à l'Italie aucune des convenances sociales, et le couronnement de Corinne lui inspirait d'avance l'intérêt que ferait naître une aventure de l'Arioste. Une musique très belle et très éclatante précéda l'arrivée de la marche triomphale. Un événement, quel qu'il soit, annoncé par la musique, cause toujours de l'émotion. Un grand nombre de seigneurs romains et quelques étrangers précédaient le char qui conduisait Corinne. « C'est le cortège de ses admirateurs, dit un Romain. »« Oui, répondit l'autre, elle reçoit l'encens de tout le monde, mais elle n'accorde à personne une préférence décidée. Elle est riche, indépendante, l'on croit même, et certainement, elle en a bien l'air, que c'est une femme d'une illustre naissance qui ne veut pas être connue. Quoi qu'il en soit, reprit un troisième, c'est une divinité entourée de nuages. Oswald regarda l'homme qui parlait ainsi, et tout désignait en lui le rang le plus obscur de la société. Mais dans le Midi, l'on se sert si naturellement des expressions les plus poétiques qu'on dirait qu'elles se puisent dans l'air et sont inspirées par le soleil. Enfin, les 4 chevaux blancs qui traînaient le char de Corinne se firent place au milieu de la foule. Corinne était assise sur ce char, construit à l'antique, et de jeunes filles vêtues de blanc marchaient à côté d'elle. Partout où elle passait, l'on jetait en abondance des parfums dans les airs. Chacun se mettait aux fenêtres pour la voir, et ces fenêtres étaient parées en dehors par des pots de fleurs et des tapis d'écarlate. Tout le monde criait « Vive Corinne! Vive le génie! Vive la beauté !» L'émotion était générale, mais Lord Nelvil ne la partageait point encore. Et bien qu'il se fût déjà dit qu'il fallait mettre à part pour juger tout cela, la réserve de l'Angleterre et les plaisanteries françaises, il ne se livrait point à cette fête lorsqu'enfin il aperçut Corinne. Elle était vêtue comme la Sibylle du Dominicain, un châle des Indes tourné autour de sa tête, et ses cheveux du plus beau noir entremêlés avec ce châle. Sa robe était blanche, une draperie bleue se rattachait au-dessous de son sein, et son costume était très pittoresque, sans s'écarter cependant assez des usages reçus pour que l'on pût y trouver de l'affectation. Son attitude sur le char était noble et modeste. On apercevait bien qu'elle était contente d'être admirée. Mais un sentiment de timidité se mêlait à sa joie et semblait demander grâce pour son triomphe. L'expression de sa physionomie, de ses yeux, de son sourire intéressait pour elle. Et le premier regard fit de Lord Nelvil son ami, avant même qu'une impression plus vive le subjuguât. Ses bras étaient d'une éclatante beauté. Sa taille grande, mais un peu forte à la manière des statues grecques, caractérisait énergiquement la jeunesse et le bonheur. Son regard avait quelque chose d'inspiré. L'on voyait dans sa manière de saluer et de remercier pour les applaudissements qu'elle recevait une sorte de naturel qui relevait l'éclat de la situation extraordinaire dans laquelle elle se trouvait.
Elle donnait à la fois l'idée d'une prêtresse d'Apollon, qui s'avançait vers le temple du soleil, et d'une femme parfaitement simple dans les rapports habituels de la vie. Enfin, tous ces mouvements avaient un charme qui excitait l'intérêt et la curiosité, l'étonnement et l'affection. L'admiration du peuple pour elle allait toujours en croissant. Plus elle approchait du Capitole, de ce lieu si fécond en souvenirs, ce beau ciel, ces Romains si enthousiastes, et par-dessus tout Corinne, électrisait l'imagination d'Oswald. Ils avaient vu souvent dans son pays des hommes d'État portés en triomphe par le peuple. Mais c'était pour la première fois qu'ils étaient témoins des honneurs rendus à une femme illustrée seulement par les dons du génie. Son char de victoire ne coûtait de larmes à personne, et nul regret comme nulle crainte n'empêchait d'admirer les plus beaux dons de la nature, l'imagination, le sentiment et la pensée. Oswald était tellement absorbé dans ses réflexions, des idées si nouvelles l'occupaient tant, qu'il ne remarqua point les lieux antiques et célèbres à travers lesquels passait le char de Corinne. C'est au pied de l'escalier qui conduit au Capitole que ce char s'arrêta. Et dans ce moment, tous les amis de Corinne se précipitèrent pour lui offrir la main. Elle choisit celle du prince Castelforte, le grand seigneur romain le plus estimé par son esprit et son caractère. Chacun approuva le choix de Corinne. Elle monta cet escalier du Capitole, dont l'imposante majesté semblait accueillir avec bienveillance les pas légers d'une femme. La musique se fit entendre avec un nouvel éclat au moment de l'arrivée de Corinne. Le canon retentit et la sibylle triomphante entra dans le palais préparé pour la recevoir. Au fond de la salle où elle fut reçue, était placé le sénateur qui devait la couronner et les conservateurs du Sénat. D'un côté, tous les cardinaux et les femmes les plus distingués du pays, de l'autre, les hommes de lettres de l'Académie de Rome, à l'extrémité opposée. La salle était occupée par une partie de la foule immense qui avait suivi Corinne. La chaise, destinée pour elle, était sur un gradin inférieur à celui du sénateur. Corinne, avant de s'y placer, devait, selon l'usage en présence de cette auguste assemblée, mettre un genou à terre sur le premier degré. Elle le fit avec tant de noblesse et de modestie, de douceur et de dignité, que Lord Nelvil sentit en ce moment ses yeux mouillés de larmes. Il s'étonna lui-même de son attendrissement, mais au milieu de tout cet éclat, de tous ces succès, il lui semblait que Corinne avait imploré par ses regards la protection d'un ami, protection dont jamais une femme, quelque supérieure qu'elle soit, ne peut se passer. Et il pensait en lui-même qu'il serait doux d'être l'appui de celle à qui sa sensibilité seule rendrait cet appui nécessaire. Dès que Corinne fut assise, les poètes romains commencèrent à lire les sonnets et les odes qu'ils avaient composés pour elle. Tous l'exaltaient jusqu'aux cieux, mais ils lui donnaient des louanges qui ne la caractérisaient pas plus qu'une autre femme d'un génie supérieur. C'était une agréable réunion d'images et d'allusions à la mythologie qu'on aurait pu, depuis Sappho jusqu'à nos jours, adresser de siècle en siècle à toutes les femmes que leurs talents littéraires ont illustrées. Déjà, Lord Nelvil souffrait de cette manière de louer Corinne. Il lui semblait déjà, qu'en la regardant, il aurait fait à l'instant même un portrait d'elle plus vrai, plus juste, plus détaillé. Un portrait enfin qui ne put convenir qu'à Corinne. Chapitre 2. Le prince Castelforte prit la parole et ce qu'il dit sur Corinne attira l'attention de toute l'assemblée. C'était un homme de 50 ans qui avait dans ses discours et dans son maintien beaucoup de mesure et de dignité. Son âge et l'assurance qu'on avait donnée à Lord Nelvil, qui n'était que l'ami de Corinne, lui inspirèrent un intérêt sans mélange pour le portrait qu'il fit d'elle. Oswald, sans ses motifs de sécurité, se serait déjà senti capable d'un mouvement confus de jalousie.
Le prince Castelforte lut quelques pages en prose, sans prétention mais singulièrement propre à faire connaître Corinne. Il indiqua d'abord le mérite particulier de ses ouvrages. Il dit que ce mérite consistait en partie dans l'étude approfondie qu'elle avait faite des littératures étrangères. Elle savait unir au plus haut degré l'imagination, les tableaux, la vie brillante du midi. Et cette connaissance, cette observation du cœur humain, qui semble le partage des pays où les objets extérieurs excitent moins l'intérêt. Il vanta la grâce et la gaieté de Corinne. Cette gaieté qui ne tenait en rien à la moquerie, mais seulement à la vivacité de l'esprit, à la fraîcheur de l'imagination. Il essaya de louer sa sensibilité, mais on pouvait aisément deviner qu'un regret personnel se mêlait à ce qu'il en disait. Il se plaignit de la difficulté qu'éprouvait une femme supérieure à rencontrer l'objet dont elle s'est faite une image idéale, une image revêtue de tous les dons que le cœur et le génie peuvent souhaiter. Il se complut cependant à peindre la sensibilité passionnée qui inspirait la poésie de Corinne et l'art. Cet art qu'elle avait de saisir des rapports touchants entre les beautés de la nature et les impressions les plus intimes de l'âme. Il releva l'originalité des expressions de Corinne, de ces expressions qui naissent toutes de son caractère et de sa manière de sentir, sans que jamais aucune nuance d'affectation pût altérer ce genre de charme, non seulement naturel, mais involontaire. Il parla de son éloquence comme d'une force toute puissante, qui devait d'autant plus entraîner ceux qui l'écoutaient, qu'ils avaient en eux-mêmes plus d'esprit et de sensibilité véritable. Corinne, dit-il, est sans doute la femme la plus célèbre de notre pays. Et cependant, ses amis seuls peuvent la peindre, car les qualités de l'âme, quand elles sont vraies, ont toujours besoin d'être devinées. L'éclat aussi, bien que l'obscurité peut empêcher de les reconnaître, si quelque sympathie n'aide pas à les pénétrer. Il s'étendit sur son talent d'improviser, qui ne ressemblait en rien à ce qu'on est convenu d'appeler de ce nom en Italie. Ce n'est pas seulement, continua-t-il, à la fécondité de son esprit qu'il faut l'attribuer, mais à l'émotion profonde qu'excite en elle toutes les pensées généreuses. Elle ne peut prononcer un mot qui les rappelle, sans que l'inépuisable source des sentiments et des idées l'enthousiasme, ne l'anime et ne l'inspire. Le prince de Castelforte fit sentir aussi le charme d'un style toujours pur, toujours harmonieux. La poésie de Corinne, ajouta-t-il, est une mélodie intellectuelle qui seule peut exprimer le charme des impressions les plus fugitives et les plus délicates. Il vanta l'entretien de Corinne. On sentait qu'il en avait goûté les délices, l'imagination et la simplicité, la justesse et l'exaltation, la force et la douceur se réunissent, disait-il, dans une même personne pour varier à chaque instant tous les plaisirs de l'esprit. On peut lui appliquer ce charmant vers de Pétrarque, le langage qu'on sent au fond de l'âme. Et je lui crois quelque chose de cette grâce tant vantée, de ce charme oriental que les anciens attribuent à Cléopâtre. Les lieux que j'ai parcourus avec elle, ajouta le prince Castelforte, la musique que nous avons entendue ensemble, les tableaux qu'elle m'a fait voir, les livres qu'elle m'a fait comprendre composent l'univers de mon imagination. Il y avait dans tous ces objets une étincelle de vie, et s'il me fallait exister loin d'elle, je voudrais au moins m'en entourer. Certain que je serais de ne retrouver nulle part cette trace de feu, cette trace d'elle, enfin, qu'elle y a laissée. Oui, continua-t-il, et dans ce moment, ses yeux tombèrent par hasard sur Oswald. Voyez, Corinne, si vous pouvez passer votre vie avec elle, si cette double existence qu'elle vous donnera peut vous être longtemps assurée, mais ne la voyez pas, si vous êtes condamné à la quitter, vous chercheriez en vain, tant que vous vivriez cette âme créatrice qui partageait et multipliait vos sentiments et vos pensées. Vous ne la retrouveriez jamais.
Oswald tressaillit à ces paroles. Ses yeux se fixèrent sur Corinne, qui les écoutait avec une émotion que l'amour-propre ne faisait pas naître, mais qui tenait à des sentiments plus aimables et plus touchants. Le prince Castelfort reprit son discours, qu'un moment d'attendrissement lui avait fait suspendre. Il parla du talent de Corinne pour la peinture, pour la musique, pour la déclamation, pour la danse. Il dit que dans tous ses talents, c'était toujours Corinne, ne s'astreignant point à telle manière, à telle règle, mais exprimant dans les langages variés la même puissance d'imagination, le même enchantement des beaux-arts sous leurs diverses formes. Je ne me flatte pas, dit en terminant le prince Castelfort, d'avoir pu peindre une personne dont il est impossible d'avoir l'idée qu'on ne l'a pas entendue. Mais sa présence est pour nous à Rome comme l'un des bienfaits de notre ciel brillant, de notre nature inspirée. Corinne est le lien de ses amis entre eux, elle est le mouvement, l'intérêt de notre vie. Nous comptons sur sa bonté, nous sommes fiers de son génie, nous disons aux étrangers, regardez-la, c'est l'image de notre belle Italie. Elle est ce que nous serions sans l'ignorance, l'envie, la discorde et l'indolence auxquelles notre sort nous a condamnés. Nous plaisons à la contempler comme une admirable production de notre climat, de nos beaux-arts, comme un rejeton du passé, comme une prophétie de l'avenir. Et c'est ainsi que notre rendez-vous de lecture se termine avec Madame de Staël pour Voyage au bout de la nuit, cette romancière du 19e siècle considérée par Stendhal comme la femme la plus extraordinaire qu'on vit jamais. Je poursuivrai cette lecture dès notre prochain voyage ensemble. D'ici là, vous pouvez me voir et revoir sur mon blog somethingaboutVictoria.com. J'attends vos réactions. Je parle de plein de choses, de blog, de lifestyle, de voyage et également de mes projets artistiques. Alors n'hésitez pas à aller voir ce blog. Et puis si vous voulez voir les replays de Voyage au bout de la nuit, c'est possible avec le site d8.tv et le hashtag VBN. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. À très vite sur D8.